Ravi de vous accueillir sur le plateau de Vous Sport pour le PL Club, l'émission de tous les passionnés de Première Ligue. L'hiver n'a jamais été aussi chaud en Angleterre que depuis la reprise, avec déjà 3 journées de championnat disputées, avec aussi 2 tours de Coupe de la Ligue, un tour de Cup. On ne s'arrête plus et ce sera comme ça jusqu'à la fin mai parce que cette saison est totalement différente des autres. Bonjour Jean-François, bonjour Bruno. Salut. La reprise s'est bien passée? On va pas dire tranquille, mais sur les chapeaux de roue. Sur les chapeaux de roue, quelle belle expression, avec des certitudes, des clubs qui continuent sur leur lancée, d'autres qui sont un petit peu en difficulté. Il y a évidemment plusieurs niveaux de lecture sur cette première ligue. De belles surprises. Fulham, 9 sur 9 depuis la rentrée scolaire. Ça va moins bien pour Chelsea et Tottenham par contre. Oui, et pour Graham Potter aussi, en particulier. Oui, notamment Graham Potter qui jouera ce jeudi soir, pour ceux qui regardent la première division de l'émission, qui aura un match quand même compliqué du côté de Fulham. Et là, Chelsea doit absolument gagner. À suivre sur Vous Sport World. On n'oublie pas non plus évidemment Christian, le pilier de cette émission, parce que avec Vision du jeu, il nous propose des modèles qui nous permettent de comprendre cette première ligue. Salut Christian. Bonjour messieurs, très content de vous retrouver après ces quelques mois de break et on va essayer de décortiquer ça encore plus en détail pendant cette deuxième partie de saison. Oui, et on peut dire que pour la 20e journée ce week-end, on a quelques belles affiches, mais je vous propose de faire un petit retour en arrière et de voir les plus beaux buts marqués lors de la 19e journée. C'est parti. From Casemiro opens his foot. Eriksen right on the money. And Casemiro with the clever striker-like finish. Willian. Infield instead. It's a beautiful ball. It's a fine finish from Alexander Mitrovic. Wonderfully weighted ball over the head of Wout Faes. And the person who's there is who they wanted, Alexander Mitrovic. Perfect touch and a perfect finish with his left foot past the despairing Danny Ward. Back to Moutinho. First time back to Podence. This is good from Wolves, it's good from Podence. And that is the opening goal. And it's an absolute cracker from Daniel Podence. Beautifully worked, a wonderful touch, and what a finish to boot. And Wolves are ahead in the West Midlands derby. The feet from Podence, the composure, the style, the low centre of gravity to pick his spot. Plus, Emi Martinez is absolutely brilliant. Tout en finesse, ce but marqué par Podence, un beau but, parce qu'on sait que Wolverhampton n'en marque pas souvent, même si ça va mieux depuis l'arrivée de Lopetegui avec cette équipe qui prend enfin des points. Je croyais que vous alliez nous parler de Roberto Martinez et des Portugais des Wolves, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon, on en reparlera peut-être un jour, parce qu'évidemment, il y a pas mal de joueurs portugais du côté de Wolverhampton. Je vous propose de faire le bilan après 19 journées, même si on n'a pas joué tous les matchs de la 19e journée, parce qu'il y a encore une journée qui doit être jouée, celle d'il y a quelques mois après le décès de la reine Elisabeth. Il y a encore quelques équipes qui ont des matchs de retard. En tout cas, Christian, on a marqué 501 buts. On a dépassé le cap des 500 buts déjà cette saison. Oui, belle performance pour le moment. On va voir s'ils vont garder le même cap dans cette deuxième partie de saison. Il y a toujours Alan en tête du classement des buteurs, toujours Kevin De Bruyne en tête du classement des assists. Et alors là, il y a une petite différence depuis le début de cette reprise. Vous vous souvenez, on avait quitté en étant au-dessus des 50% de victoires à domicile. Eh bien, ça diminue progressivement. On a perdu 5% là depuis le début de la reprise et on en a gagné un peu plus en termes de victoires en déplacement. Donc voilà, on a toujours un équilibre sur un ensemble de saisons, mais là, il y a un petit changement par rapport à quand on s'est quitté avant la Coupe du Monde. Manchester City a le meilleur buteur, le meilleur donneur d'assists. Pourtant, ils ne sont pas premiers. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Parce qu'Arsenal est très fort. Et qu'il ne lâche rien, il ne lâche quasi rien. Un partage face aux Magpies, mais bon, Newcastle est une équipe difficile à jouer et à déjouer. Mais on va parler de 2 équipes dans l'émission, donc ça a tombé, on pourra faire le point. À distance, Absolument. certes encore, mais
on va pouvoir faire le point. Et on va donc faire la transition parce que le premier match que l'on va préfacer dans cette émission, c'est le grand derby de Manchester qui va se dérouler samedi à 13h30. On en parle après ceci. Manchester United actuellement 4e avec 35 points. Manchester City 2e avec 39 points. 5 points de retard sur Arsenal. On ne peut pas parler de cette rencontre sans parler du match aller. Terrible. Qui avait été une démonstration de la part des Citizens. Victoire 6-3 avec un triplé notamment de Erling Haaland. Il a confirmé depuis. Oui. On peut dire ça avec certitude. Il y a l'esprit de revanche de toute façon. Je vous ai entendu aux commentaires de nos rencontres avec Haaland où ça revenait comme un gimmick sur les buts marqués. C'est vrai qu'il est absolument phénoménal depuis le début de cette saison. Moi, j'ai en tête encore une conversation avec Vincent Kompany quand il était du côté de Manchester et qui expliquait à quel point ce match suscitait à Manchester une division de la ville complète. Oui, la partie bleue, la partie rouge. Exactement, la rivalité. Alors bien sûr, parce que là, on est vraiment dans un vrai derby. Là, c'est la même ville. Et les supporters ont une telle passion. On ne fait que des vrais derbys. Hein. Si c'est pas la même ville, c'est pas un derby. Enfin, vous savez que parfois on utilise des expressions quand le pays est très petit. Oui, quand le pays est très petit, même parfois quand il est plus grand. Enfin, peu importe. Tout ça pour dire que ici, on a vraiment un match où pour les supporters, en tout cas, et certainement pour ceux de Manchester United, puisque c'est eux qui reçoivent, l'affront et l'humiliation du match aller, ce serait quand même... alors je sais bien qu'un entraîneur ne met pas tout sur un match, mais je pense qu'il y aura vraiment quelque chose qui sera fait en particulier sur ce match-là pour dire les gars, là... Et pourquoi je ne vais pas aller chercher de motivation, elle est là, elle est mais naturelle. Pourquoi je le dis? Parce qu'on a déjà vu Manchester jouer à domicile de chouettes matchs depuis le début de la saison, hein, des victoires contre Liverpool, Arsenal, Newcastle, un partage, Tottenham, West Ham, enfin tous les gars qui passent, toutes les équipes qui passent par Manchester cette année sont beaucoup plus en difficulté, mais là, l'intensité qu'il va y avoir dans le match, je pense que c'est le grand changement avec Ten Hag cette année, c'est l'intensité. Oui. Et dans ce match-là, ça risque d'être incroyable. Les choses ont quand même changé depuis le match aller parce que Manchester United a gagné tous ses matchs, notamment depuis la reprise, toutes compétitions confondues. C'est 6 matchs et 4 victoires consécutives en championnat si on prend la dernière avant le. Oui, ils sont sur un bilan de 23 points pris sur les 30 derniers mises en jeu. C'est plus du tout la même équipe. Et il semblerait qu'un équilibre ait été trouvé. On en reparlera. Et il y a Rashford aussi. Alors, avant de parler de Rashford, l'équilibre, est-ce qu'il n'est pas dû au départ de Cristiano Ronaldo? Sans doute l'équilibre en dehors, oui. Plus que ça. Il y a plus. Éclairez-nous, Jean-François. Eh bien, je vais faire référence à une interview de Ten Hag il n'y a pas longtemps, qui avait choqué un petit peu en Angleterre, où il avait, non pas attaqué son club, ça c'était l'interprétation du journaliste, mais il avait attiré l'attention sur les campagnes de transfert qui avaient été faites avant son arrivée. Et c'est ça qu'il a remis en cause. Pour lui, en tout cas, alors il y a le cas Ronaldo évidemment qui a été géré, mais pour lui, en tout cas, ce qui a changé aussi, c'est la politique de transfert. Et quand il fait référence, par exemple, à Casemiro, il voulait Casemiro pour sa personnalité. Il disait c'est une équipe qui manquait de personnalité. Eriksen, c'est un joueur qui a de la personnalité. Ils vont faire Weghorst maintenant. Voilà. Ils passent ses tests médicaux. Et donc, attaquant de 30 ans, qu'on a vu aussi au Mondial. Il y a Burnley la saison dernière. Oui, et prêté à Beşiktaş, il arrive. Là, il y a un questionnement peut-être à se faire, justement, parce qu'il y a quand même dans le narratif de cette petite histoire, c'est... Il met la pression, il insiste sur le fait que le problème c'était les transferts, il insiste sur les transferts réussis, dont les siens, Martinez, Anthony, etc. Donc voilà, mais enfin, ça lui donne raison. Et puis, il dit, non, mais nous, ce qu'on a besoin, c'est de cibler les transferts, etc. Il va chercher Weghorst. Alors, s'il va le chercher, parce que lui-même est néerlandais et qu'il connaît le profil, mais il va s'en servir comment? Enfin, moi, je suis étonné de voir un gars de 30 ans débarquer à Manchester United. Certes, c'est un profil qu'ils n'ont pas, mais ils ont quand même... Et ça ne fait pas l'unanimité au sein des décideurs de Manchester United. Donc c'est intéressant de voir Sauf qu'il n'a pas encore signé. Attendons. Mais il passe sa visite médicale, là. Donc, ok, c'est dans les... Oui. On le saura dans les prochaines heures. Sauf s'il a une rotule en plastique et que personne ne l'a vu, mais on ne pense pas. Mais par contre, il y a un joueur qui est là pour le moment et qui est en train de flamber, et on va en parler avec Christian, c'est Marcus Rashford.
C'est simple, depuis qu'il est revenu du Qatar, il a marqué dans toutes les rencontres, que ce soit en championnat ou dans les matchs de Cup, et on a l'impression qu'il est complètement libéré. On se souvient de lui, c'était un des grands espoirs du football anglais. Il y a eu un gros passage à vide qui correspond plus ou moins à la période du Covid. Et là, par contre, Christian, on a l'impression qu'il a retrouvé toutes ses sensations. Je pense qu'il est, comme on parlait d'équilibre, je pense qu'il est libéré depuis que Cristiano Ronaldo est parti et qu'on n'est pas obligé de le mettre sur le terrain. Et donc, il saisit sa chance. Il avait marqué pendant la Coupe du Monde. Il a marqué beaucoup de buts au retour. Il marque beaucoup de buts, comme on va le voir souvent, plus tard dans l'infographie, avec des face-à-face et des ballons lointains. Il a besoin d'espace et ça se passe bien parce que la mise en place de l'entraîneur pour le moment, ce sont souvent ces longs ballons qui vont dans le dos de la défense. Qui partent de très loin, comme vous pouvez le voir avec le chiffre 4 sur les 7 buts. Il y a 4 ballons qui sont dans la profondeur et lui, il est très performant. Et donc, c'est un peu toujours les circonstances favorables. Il y a quelqu'un qui ne parvient pas à s'intégrer comme Cristiano Ronaldo et donc il déséquilibre le système offensif. Et lui, il y a cette idée d'avoir ce ballon-là, d'avoir une transition. Hop, on met un ballon profond et il est là dans des courses venant de out vers in et de se présenter comme ça devant le gardien. Je crois qu'il y a d'autres joueurs qui vont pouvoir encore donner encore plus, comme Bruno Fernandes depuis que Cristiano Ronaldo lui faisait un peu d'ombre. Et il est parfaitement intégré dans ce rôle. Et on va voir ce que ça va donner quand Manchester United devra s'imposer dans le camp de l'adversaire, voir s'il sera toujours aussi performant. On a retrouvé le meilleur Marcus Rashford, c'est 7 buts en championnat, mais 15 buts en 25 matchs, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison avec United. C'est déjà 3 fois plus que la saison dernière, c'est phénoménal, mais il faut quand même, on aime bien de temps en temps parler aux plus jeunes qui voient ça et qui se disent oui, il a un passage à vide. Non. Toute la campagne de préparation, il a été là. Cette saison. Il n'a pas raté un match en préparation. Pourquoi ? Parce qu'il a énormément travaillé. Ils ont analysé ses courses. Ils se sont rendus compte que quand il démarrait, je viens de lire un article sur BBC Sport avec cela, quand il démarrait, il avait une faiblesse dans la cheville gauche et le pied gauche, ce qui lui faisait perdre un temps par rapport à ses adversaires. Ils ont travaillé ça. Ils l'ont mis sous vidéo, sous analyse complète. Il a changé complètement sa façon de gérer son sport. Il a travaillé comme une bête aux États-Unis. Les résultats sont là. C'est du travail. C'est du travail. Intéressant. J'aime bien ce genre d'observation, parce que ça rappelle que oui, le talent c'est une chose, mais il y a le travail derrière. C'est un joueur moderne. C'est un joueur qui cadre aussi avec la philosophie d'un entraîneur qui, pour le coup, quand on dit solidité défensive, l'équipe est solide défensivement malgré tout. Alors quand on regarde les stats générales, c'est 27 buts marqués, 20 buts encaissés, donc 20 buts ça peut encore paraître beaucoup. Comparé aux meilleurs, ça fait 3, 4, 5, 6 buts en plus. Mais dans les derniers matchs, il n'encaisse plus. Donc on va en parler d'ici quelques instants. Ouais. On va rester sur l'aspect offensif. Alors Christian, on a souvent parlé avec Manchester United et depuis l'époque, on va dire Solskjaer, du passage obsessionnel par l'axe. Et on sait que pour faire des bons résultats dans une saison de 38 matchs en Premier League, il faut pouvoir justement varier les profils, varier les modèles. Est-ce que c'est le cas actuellement du côté de Manchester United ? Parce que les résultats sont là aussi et prouvent que cette équipe va beaucoup mieux, notamment offensivement. On vient de le voir avec les buts marqués par Rashford. Il y a beaucoup de ballons qui sont dans la profondeur. C'était déjà le cas avant, c'était déjà le cas dans les saisons précédentes. Il faut savoir que quand un entraîneur vient, il faut entre 4 et 6 mois pour pouvoir détricoter et retricoter pour pouvoir mettre un système qui est en place. N'oubliez pas, on l'avait vu en fin de saison quand il avait signé. On avait vu le modèle de l'entraîneur à l'Ajax. C'était un jeu essentiellement dominant rapide. Pourquoi ? Parce que cette équipe survolait le championnat et donc se déposer dans le camp de l'adversaire. Aujourd'hui, il a repris une équipe qui était en difficulté depuis plusieurs saisons et donc il a dû remettre en place certaines choses. Et donc là où on voit que c'est bien vu de la part de l'entraîneur, c'est qu'aujourd'hui, il utilise le jeu rapide, il utilise la reconversion rapide. Et petit à petit, c'est ce que je disais dans la fin de ce qu'on évoquait avec Rashford. Il faut voir ce que va faire Manchester United quand ils vont avoir un autre statut, un statut vraiment de favori et qu'ils vont devoir se déposer dans le camp de l'adversaire. Est-ce qu'ils vont être capables de faire ça ? Et ça, c'est ce qu'on va voir. Et par rapport à l'infographie qui est là, par rapport aux phases arrêtées, il y a aussi un progrès. On avait évoqué aussi souvent le manque sur les 2 dernières saisons d'efficacité sur phases arrêtées sans penalty.
Voilà, dans les 14 premiers matchs de la saison, ils avaient marqué une fois, et encore, c'était le 7 du 8 contre Brighton, et c'était un but contre son camp du champion du monde, McAllister. Et là maintenant, depuis, sur ces 3 matchs, ils ont déjà marqué 2 fois. On a vu un des buts avec le coup franc d'Eriksen pour Casemiro, et il y a eu encore une combinaison travaillée avec un but de Rashford sur un corner on le voit ici, de Eriksen. Donc c'est vraiment un truc qui a été travaillé pendant cette trêve, et ça fait du bien parce que c'est 2 fois le premier but de la partie. Donc ça permet de passer en tête, ça permet de s'imposer, ça permet de mettre la pression sur l'adversaire, chose qu'il n'y avait pas dans la première partie de saison et la saison passée. Oui, dans la première partie de saison, le seul but qui marque sur phase arrêtée ne sert à rien puisqu'il perd contre Brighton. Oui. Ceci dit, je voulais poser une question à Christian, puisqu'on est dans l'aspect offensif et que juste avant, on a parlé d'un profil comme celui de Weghorst, et on a parlé des progrès de l'équipe et on a parlé de la mainmise de Ten Hag. Est-ce que, par rapport à vision du jeu, le profil d'un joueur comme Weghorst rentre dans je dirais, la philosophie du Manchester United actuel ? Ce qui est intéressant d'observer, j'ai fait ce travail en préparant l'émission. Quand il est dans un championnat comme la Hollande, où il y avait beaucoup d'espace, évidemment il était capable de marquer dans tous les domaines, même sur les phases arrêtées. Quand il est arrivé en Allemagne avec Wolfsburg, il a été avec un entraîneur qui jouait avec beaucoup de reconversions rapides, et il a marqué beaucoup de buts sur face à face. Donc ça, c'est la lignée de ce qui a été fait, maintenant avec Manchester United. Quand la deuxième saison, l'entraîneur a changé, il a marqué beaucoup moins, mais il a marqué aussi des buts sur centre. Et c'est ça peut-être que Ten Hag veut apporter à cette équipe, c'est quelqu'un qui est capable de recevoir des ballons sur centre, puisqu'il est très grand, et on l'a vu aussi à la Coupe du Monde, il a apporté sur un kick and rush et sur un centre, il a apporté l'égalisation contre l'Argentine. Il va pouvoir apporter quelque chose. Là où il n'est pas très fort, ce sont les phases arrêtées sans penalty. Donc, on va voir. Il le connaît probablement mieux que nous, et donc il a peut-être une idée par rapport à son utilisation. Mais évidemment, quand un attaquant de haut niveau qui a 30 ans, il a forcément certaines qualités quand même. Rappelez aussi qu'il était prêté cette saison au Beşiktaş. Qu'en 16 matchs, il marque 8 buts. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok, à voir évidemment. Si ça se confirme, il passe sa visite médicale. Et s'il sera peut-être déjà d'attaque ce week-end, ce qui serait peut-être étonnant, mais on aura l'occasion d'en reparler. C'était très intéressant. Je trouve qu'au travers du profil du joueur qu'ils vont chercher, c'est très intéressant de remettre ça, pour ça que dans le contexte et dans le contexte de l'interview donnée il n'y a pas longtemps, oui, où visiblement il pointe, parce que ça fait combien de temps qu'on dit que Manchester United ne s'en sort pas, malgré les coachs qui passent et qui repassent. Donc il y avait bien quelque chose un problème de fond qui n'allait pas du côté de Man U. Les supporters croisent les doigts, je suppose, aujourd'hui, et espèrent que la solution, c'est enfin la politique désormais menée par Ten Hag. Ce qui veut quand même dire qu'il a repris la main complète. Oui. Cristiano Ronaldo n'est plus dans ses pattes. Il peut commencer à faire les transferts qu'il veut, négocier avec les managers comme il le veut, et vous savez que ça veut dire beaucoup de choses dans le foot. Et tant que les résultats suivent, il aura la carte blanche. Voilà. Exactement. Bon, il faut quand même parler de l'aspect défensif de cette équipe de Man U, parce que ça peut aller mieux d'un point de vue offensif, et le départ de Ronaldo a sans doute un petit peu libéré les joueurs offensifs, mais il faut aussi défendre. Et là, Christian, on voit qu'il y a des améliorations également dans ce que propose Manchester United depuis l'arrivée de Ten Hag. 3 clean sheets consécutives avec 3 victoires. On n'avait plus, je crois que j'ai regardé, il faut remonter au 20 janvier 2018 avec une victoire 0-1 à Burnley pour enchaîner 3 victoires avec 3 clean sheets. Donc voilà, c'était il y a très longtemps, on faisait peur il y a très longtemps, on faisait moins peur les dernières saisons, mais là, ça a l'air de reprendre, et c'est vraiment très important parce qu'on a souvent évoqué les difficultés qu'ils avaient sur reconversion rapide, les mauvaises sorties de balles. D'ailleurs, il y a encore cette fameuse défaite à Brentford 4-0 où là, ils avaient été vraiment lamentables. Et là, on voit, regardez je crois que c'est depuis la dernière défaite. Voilà, ils ont encaissé 6 buts, dont tous en déplacement, aucun à domicile. Et avec une seule défaite, la défaite à Aston Villa 3-1, mais sinon pour le reste, regardez les résultats. D'un point de vue défensif, c'est une nette amélioration. Malgré l'absence post-Coupe du Monde de certains titulaires, Martinez n'a pas... Justement, Luke Shaw, qui est devenu défenseur central et franchement, qui a été très bon dans les matchs qu'il a joués. Mais ça, c'est quand un entraîneur
a la main sur son équipe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a la main sur l'équipe, à peu près toutes les décisions qu'il prend sont de bonnes décisions. Et dans une autre interview, ça c'était un de ses joueurs qui disait, voilà, si je veux jouer... beaucoup d'interviews d'Eric Ten Hag. Non, c'est son métier. Hein. À un moment donné, oui, pour venir à l'émission, on prépare rien quand même. Donc, c'est bien, je vous mettrai un bon point. Ce qui est intéressant, c'est de dire, un joueur de Manchester qui déclare, si je veux jouer à Manchester, je dois être au top. Il s'en fout de Ten Hag. Ten Hag, il donne l'objectif qu'à ses joueurs, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, mais enfin, c'est quand même, on arrive dans un club comme Manchester United, si on veut pas jouer au top, il faut aller voir ailleurs. Vous savez d'où ils viennent. Il galère depuis combien de temps? Il faut vous raconter Maguire. Il galère depuis combien de temps? Dans quel état il était? Si vous voulez, depuis combien de temps? C'est depuis 2013, le départ de Sir Alex. Donc il fallait changer quelque chose. Et ce quelque chose qui a changé, c'est mais les joueurs le disent eux-mêmes. Le problème de Ten Hag, c'est pas de savoir s'il va pas vous pourchasser pour savoir si vous êtes en forme physiquement ou pas. Il vous demande d'être en ordre physiquement. Et il vous demande de prester. C'est tout. Et il vous demande de chasser et il vous demande de faire. Et si vous ne le faites pas, vous ne jouez pas. Point. Je pense qu'avant, il y avait des passes droits, il y avait des choses qui n'étaient pas vues de la même manière. Donc il y a une évolution dans cette équipe. Il est devenu fan. À force d'écouter Ten Hag, il est devenu fan. Non, je dis qu'à un moment vous avez donné, raison. On se pose toujours la question d'un entraîneur, a-t-il ou pas? Alors on fera les bilans à la fin de l'année. Parce que là où on peut discuter, c'est que quand ils commencent à avoir trop de liberté, parfois ça leur monte à la tête. Mais il y a une chose qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est qu'on a un entraîneur qui a un effet positif sur son équipe, et les supporters de Man U peuvent peut-être, à l'aube de ce derby face à City, se dire, tiens, on peut peut-être prendre notre revanche, tiens, on peut peut-être aller finalement se mêler à la lutte pour le titre. Voilà. Parce qu'il faut confirmer dans un top match, puisque, on l'a dit, United a gagné tous ses matchs depuis la reprise face à Nottingham, Wolverhampton, Bournemouth, Everton en Cup et Charlton en Coupe de la Ligue. Voilà, c'est le bon moment. Avec un doublé de Rashford. Oui, mais ils ont battu à domicile Liverpool, Arsenal, Tottenham, West Ham. Avant la trêve. D'accord, mais... Je n'attaque pas Eric Ten Hag, il ne faut pas le défendre. Pas besoin d'avoir un avocat sur le plateau. Je constate simplement, et c'est vrai que United reste sur 3 défaites consécutives face à Manchester City en Première Ligue dans les derbies. Et donc on va passer au cas Manchester City, qui reste sur une défaite en Coupe de la Ligue. C'était mercredi soir. 2-0 à Southampton, qui est quand même la plus mauvaise équipe de Première Ligue pour le moment. Sur les 9 dernières saisons, ils l'ont gagné 6 fois. Ils l'ont gagné très souvent. Ils ont pris l'avantage. Pour eux, c'est pas grave. Mais Ten Hag n'était pas là. Bon, revenons sur Manchester City. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Défaite 2-0 à Southampton et c'était pas l'équipe B. Parce que même De Bruyne et Haaland sont montés en deuxième mi-temps. Pas un tir cadré, je termine. Voilà, parce que moi aussi, je peux avoir un peu de l'emprise sur mon groupe. Pas un tir cadré pour Manchester City mercredi soir à Southampton. Faut-il s'inquiéter? Bah oui. S'ils ne cadrent pas une seule fois. Maintenant, Ederson n'a pas frappé au but. Non. Maintenant, il vaut mieux que ça se passe dans un match de Coupe de la Ligue, d'autant plus que l'entraîneur déclare à peu près 3 jours avant son match de Coupe de la Ligue, remporter une Coupe de la Ligue en plus ou en moins, ça ne changera rien. Il en a déjà remporté 4, c'était presque la Guardiola Cup. Quand lui-même, quelques jours avant le match, dit que c'est pas très important, mais il allait quasiment à sa meilleure équipe. Mais le problème, c'est que le mental en football, c'est un des piliers les plus importants. Et donc, voilà, probablement que mentalement, dans ce match-là, ils n'ont pas été là. Pas un tir cadré pour une équipe qui, jusqu'ici, a pulvérisé tous ses adversaires. Justement, on passe à Christian, parce que Christian va nous expliquer que cette équipe de Manchester City marque beaucoup moins que dans la première partie de la saison. Beaucoup moins. La première partie de saison, donc on a essayé de scinder ça en 2 parties, les 9 premiers matchs et les 8 suivants. Et on va le voir sur l'infographie. La moyenne de buts marqués sur les 9 premiers matchs était de 3,7. C'était énorme. Imaginez-vous, chaque match avec une moyenne de quasiment 4 buts. Par contre, la deuxième partie, on est à 1,5. Donc on est passé de 33 buts en 9 matchs à 12 buts en 8 matchs, avec une différence dans les différents domaines tactiques qui est vraiment impressionnant. J'ai les chiffres ici devant moi. En dominant placé, on était à 17 buts. C'était vraiment, vous vous souvenez, beaucoup de cette zone optimale, des centres, de se déposer dans le rectangle. On est passé à 5, c'est 3 fois moins. En jeu dominant rapide, on était à 8, c'était exceptionnel. On est à 1, c'est 8 fois moins. En jeu direct, c'est pareil. En phase arrêtée, c'est à peu près pareil. Et en penalty, c'est à peu près pareil. Donc, on n'a plus pour le moment, on n'a plus cette faculté de se déposer dans le camp d'adversaire et d'être efficace. Et donc, ça, c'est vraiment problématique. Autant quand on va évoquer Arsenal, on va voir que le jeu direct et la reconversion rapide est problématique. Autant eux, maintenant, ici, c'est le dominant, c'est-à-dire là où tout le monde marque au moins entre 40 et 45% des buts. Alors, faut-il s'inquiéter ?
Je sais pas parce que voilà, il y a Bruno Taverne dit toujours il y a plusieurs vies dans un match, mais il y a plusieurs vies aussi dans une saison. Il faudra quand même améliorer cette situation parce que si ça continue comme ça, alors ils vont vraiment avoir des problèmes. Est-ce que il y a une Haaland dépendance? Bon, il marque beaucoup, 21 buts, oui. Mais on a l'impression que s'il ne marque plus, un raccourci, s'il ne marque plus, l'équipe est en difficulté. Bien sûr, il y a une dépendance. Quand vous êtes autant présent, il a marqué plus que quoi, 10 équipes de Première Ligue à lui tout seul? Oui, plus ou moins. Pas loin. Ouais. Mais bien sûr, par la force des choses, il y a une dépendance. Après, si cet homme-là, essentiel, freine un tout petit peu, même un tout petit peu, vous avez une différence. Maintenant, ce n'est pas ça qui va gêner leur possession de balle. C'était la grande force de City. Ils avaient toujours 14-15 buteurs dans l'équipe qui avaient plusieurs buts. Le meilleur buteur tournait autour des 10 buts, mais tout le monde derrière marquait. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est chirurgical, c'est étudié. Si vous n'avez pas un finisseur avec 30 buts ou 35 buts par saison, comme ils ont eu avec Agüero, il faut que tout le monde y passe. Et vous aviez 7-8 buteurs à 5 buts minimum par saison. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire. Donc, chacun son rôle. Je pense que s'il devait se blesser, je ne lui souhaite pas, mais s'il devait se blesser demain matin en sortant de son lit, Haaland, ce ne serait pas un réel problème pour Manchester City, parce qu'ils ont déjà prouvé qu'ils peuvent le faire sans réel numéro 9. Ils ont un remplaçant qui est quand même champion du monde. Enfin, je dis ça comme ça. Oui, mais il a commencé le match hier. Bon, ça n'a pas aidé City à gagner. Il est champion du monde. À Southampton. Il est champion du monde. Mais justement, Haaland prend trop de place. Il y a aussi ce qu'on a souvent souligné dans l'émission, excusez-moi, les autres équipes ne restent pas les bras croisés non plus. À un moment donné, le phénomène Haaland arrive en Angleterre, et puis après, on a quand même dit, le phénomène Haaland, les autres regardent aussi ce qui se passe. On est de plus en plus physique contre lui, en tout cas. Voilà, donc on met plus d'impact. Peut-être qu'à un moment donné, on bloque plus à la source certaines choses aussi. Donc, voilà, l'un dans l'autre, j'ai envie de dire que... Et puis, est-ce que l'objectif fondamental cette année de City n'est pas la Ligue des Champions? Si. Vraiment. Avec presque de temps en temps le fait de dire, OK, je laisse aller la coupe machin parce que ça m'intéresse moins. Mais par contre, on verra. Parce qu'évidemment, tout miser sur une compétition comme celle-là. Mais c'est en Ligue des Champions que cette équipe veut briller cette année-ci. Il y a ce... Et c'est ce qu'on dit toutes les saisons depuis que Guardiola est là. Oui, c'est la Ligue des Champions l'objectif principal. Oui. En attendant, c'est peut-être pour ça qu'il reste encore. Hein. Oui. Il a prolongé 2 ans. Oui, tout à fait. C'est peut-être pour avoir cette... Revenons sur l'aspect offensif de cette équipe Manchester City. Christian, vous avez parlé des zones optimales de centre. On en a souvent parlé dans l'émission. C'est vraiment la grande qualité de cette équipe. Est-ce que, justement, avec Haaland, on peut encore compter sur cette efficacité dans ce domaine-là ? Vous savez, comme le reste du jeu offensif, évidemment, la moyenne était descendue, donc la moyenne des centres était descendue. Ils sont quand même les deuxièmes meilleurs derrière Fulham dans ce domaine. Voilà, on l'a vu, le match contre Chelsea avec le but sur 0-1 venait de nouveau d'un centre dans une zone optimale. Voilà, vous pouvez le voir. Ce sont des ballons, c'est un domaine qui est très important. Vous voyez, il y a des situations où il faut essayer de se retrouver donc, dans ces deux phases vertes et de donner des ballons entre le point de pénalty et la ligne de but. C'est bien partagé, puisqu'on est 5-5, 5 dans le grand rectangle au-delà du point de pénalty, enfin vers le but, et 5 dans le petit rectangle. Voilà, c'est une force qu'il faut continuer à exploiter. Et c'était beaucoup moins parce que je pense que le dernier but, c'était le 18 octobre, je pense, sur centre. Et là, évidemment, maintenant... voilà, c'est de nouveau ce ballon qui voyage et qui change d'un côté à l'autre et puis après qui arrive dans cette zone de centre et puis il y a un plat du pied et les joueurs savent quoi faire et ça suffit pour faire 0-1 et ramasser les 3 points. Donc il faut utiliser et continuer ça. J'avais juste un truc à ajouter, Serge, par rapport à ce qu'on disait. Vous imaginez l'erreur de stratégie si on passe de 2 saisons où on est champion, où on n'a pas de numéro 9, à une saison où on a le meilleur numéro 9 du monde qui marque 21 buts après une demi-saison et on ne parvient pas à être champion. C'est quand même quelque chose où il faudra se poser des questions quant au choix stratégique de Klopp.
Oui, effectivement. Bon, on reste avec vous, Christian, et sur le jeu offensif de Manchester City, parce que Haaland reste quand même, et on peut peut-être mettre Rashford dans la même boîte. On a 2 bolides qui seront face à face, parce qu'Haaland, dans le jeu rapide et dans les face à face, c'est quand même un joueur extrêmement efficace. Oui, on avait donc parlé de cette fameuse alternative à la zone optimale de centre, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir aussi partir de très loin et avoir un jeu rapide comme on le voit sur l'infographie. Les 11 buts que vous voyez là, c'est les 11 buts que l'équipe complète a marqués dans ce domaine de jeu. Donc des ballons qui viennent de très loin, que c'est même sur un dégagement du gardien, et on se retrouve en face à face et on est dans le rectangle pour marquer les 11 buts. Haaland en a marqué 5 de ces 11. Donc autant il est important, comme Bruno le signalait, dans le rectangle pour le jeu au cordeau et pour les reprises sur des centres en zone optimale, autant il est important sur ces reconversions rapides et sur le jeu rapide avec des ballons qui viennent de très loin. Voilà, il faudra voir si on est capable de pouvoir maintenir ce rôle-là. Maintenant, c'est vrai que Bruno nous explique que s'il est blessé, ça va poser un problème. Ben oui, ça va poser un problème parce que sur la moitié des buts dans les zones optimales, c'est lui. Et dans la moitié des buts sur le jeu rapide venant de loin, c'est lui aussi. Donc, il va falloir compenser si un jour il est blessé ou suspendu. Oui. Une réaction ? Réaction, c'est moi je vais plutôt attirer l'attention sur justement les 2 attaquants exceptionnels qu'on aura l'occasion de voir ce week-end. Rashford n'a plus marqué dans un derby depuis, ça fait 5 derbys qu'il ne marque pas, donc là, il aura aussi envie de voilà. Moi j'ai une conclusion quand ce sera le moment. Oui. Pour ce match-là. On y arrive presque. Non, je voulais juste rajouter un truc. C'est Guardiola a dit qu'il avait quelques idées pour faire un petit peu changer le plaisir. C'est pas 500 matchs pour Guardiola. Si ce sera son 500e en championnat, pas 500 matchs au total. Il peut dire ce qu'il veut en l'ayant gagné à l'aller 6-3. Il avait mis Cancelo comme ailier droit, comme extérieur droit, on va dire, face à Chelsea. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire contre Manchester United, parce qu'il a dit qu'il a quelques idées pour un petit peu changer les habitudes, le plaisir. Il a une idée, c'est un transfert en tête. Oui, Léao. Ça lui plairait bien de le faire. Déjà maintenant, au mois de janvier. En tout cas, dans sa tête. Oui. Si c'est dans sa tête, c'est que ça va être fait. Dans sa tête, il obtient ce qu'il veut. Dans sa tête et dans ce qu'il a dit, il est déçu un peu de Grealish. Pourtant, il est bon depuis la reprise. Il est même plus souvent titulaire que Foden. Il a mis la pression sur Grealish en disant j'ai comme prochain objectif Léao. Voilà. Ok, le grand derby de Manchester, ce sera samedi à 13h30, mais la conclusion, on la laisse à Bruno. Voilà, c'est tous les supporters de Manchester City qui chantent ça. 6 saisons pour Guardiola à la tête des Citizens, 6 fois terminé devant Manchester United au classement général de fin de saison. Ça ne fera pas plaisir à tout le monde comme conclusion, mais c'est la réalité. Mais un derby reste un match à part et ce sera une autre histoire encore. Ce samedi, rendez-vous 13h30. On passe à l'autre derby du week-end, c'est celui du nord de Londres et c'est Tottenham qui accueille Arsenal. Tottenham, 5e avec 33 points, accueille le leader Arsenal, premier avec 44 points. On parlait de la rivalité entre les 2 équipes de Manchester, mais celle-là aussi fait partie de l'histoire, de la grande histoire du football anglais. C'est le derby du nord de Londres. Et on sait que les 2 clubs, les supporters, se détestent royalement alors qu'ils sont à quelques kilomètres les uns des autres. Donc c'est un vrai derby. Ça, c'est un vrai, c'est même presque un derby plus local que la ville encore, puisque les deux clubs sont vraiment à quelques encablures, un petit peu comme les 2 clubs de Liverpool d'ailleurs, qui sont à 1 ou 2 kilomètres. C'est le cas pour Tottenham et Arsenal. Cette équipe de Tottenham, est-ce qu'on est déçu de cette première partie de saison? Parce qu'on va peut-être le voir maintenant dans la première illustration, cette équipe est devenue une équipe à réaction. Elle a l'habitude d'encaisser le premier but, d'être menée, de devoir réagir. C'est pas une équipe qui prend les choses en main. On peut lancer l'illustration. C'est une équipe qui, en tout cas, ces derniers matchs, encaisse à chaque fois le premier but et doit réagir. C'est pas l'habitude avec une équipe entraînée par Antonio Conte. Ici, c'était à Brentford. Finalement, le score final est 2-2, ils reviennent. Puis ils perdent contre Aston Villa. Là aussi, ils encaissent en deuxième mi-temps. Ils sont pas capables là de revenir. Ils ont été dominés. Ils ont été dominés. Sur les actions d'Aston Villa, ils ont énormément souffert.
Que se passe-t-il du côté des Spurs? Et des petites erreurs individuelles d'après-mondial. Ça manque un peu d'influx et ça va vite à ce niveau-là. Ça reste quand même une équipe qui, malgré l'arrivée de Conte, prend des buts. Trop de buts pour venir, en tout cas, titiller les équipes du top. Oui. Ils prennent 25 buts depuis le début de la saison. On cherche encore, je trouve, défensivement, ils cherchent encore. Et d'ailleurs, Conte est en train de chercher maintenant, peut-être dans l'espace mercato maintenant, de trouver des joueurs de couloir. Donc, il avait notamment eu cette interview après la défaite face à Aston Villa où il a expliqué qu'il fallait pour jouer le titre 13 à 15 joueurs de grande qualité, donc il voulait dire qu'il ne les avait pas, plus ajouter quelques jeunes, donc, alors que Tottenham a quand même dépensé, c'est le plus gros mercato de l'histoire des Spurs. Il a quand même eu Richarlison, il a eu des joueurs qu'il voulait, il a été chercher des joueurs en Italie, on sait qu'il y a un lien évidemment avec les agents de là-bas. Donc... Le gros problème, je pense, c'est que certains joueurs ne sont pas à leur niveau. Oui. On pense à Dyer, par exemple, qui n'est que l'ombre de lui-même. Son aussi, ils sont peut-être contrariés aussi par des blessures. Et puis, s'il leur manque 2-3 joueurs aujourd'hui, ce qui fut le cas face à Aston Villa, l'équipe ne peut pas les compenser. C'était par là, ça c'est vrai. Oui, on parle de circonstances de jeu avec Christian parce que, comme je le disais, on a l'impression que cette équipe de Tottenham doit être malmenée pour finalement sortir son meilleur niveau. C'est un peu le même cas pour Liverpool, toujours d'encaisser les premiers, de devoir cravacher derrière pour pouvoir revenir. C'est toujours un désavantage, on va le voir sur l'infographie. Quand on encaisse le premier, on le voit là, 11 fois. Il faut courir derrière et sur 11 matchs, on n'obtient que 4 victoires. Donc c'est déjà pas mal en fait de revenir et de faire 33% de victoires quand on est mené. Mais c'est dangereux parce que ça vous met toujours en difficulté et on ne met jamais la pression sur l'adversaire. On est toujours obligé de réagir comme vous l'avez expliqué en début de sujet. Donc quand j'ai regardé le nombre de buts quand l'équipe est menée, ils ont marqué 14 fois, donc heureusement ils ont cette production offensive et je pense que quand on est en retrait et qu'on doit courir derrière le score et qu'on parvient encore à marquer 14 fois, ça indique quand même le potentiel offensif de l'équipe, mais malheureusement c'est souvent pour combler des vides et des retards et c'est jamais pour pouvoir concrétiser quelque chose et gagner. Sur les 13 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont marqué qu'une seule fois en première mi-temps. Mais vous vous souvenez, la saison passée, où il y a 2 saisons, on avait Kane, but et assist, pour Son, but et assist, et vous aviez là 2 leaders, au niveau des buts marqués et au niveau des assists. Il y en a un qui boite, l'autre est peut-être un chouïa moins performant, mais c'est toute l'équipe qui boite. Là, il y a peut-être une dépendance aussi. Oui, on ne peut pas dire que Kane boite, parce qu'il a marqué 15 buts depuis le début de la saison, et c'est lui qui les sauve quasiment à chaque fois. Mais il avait beaucoup d'assists, Kane, pour Son aussi à une époque, donc c'est peut-être... Dans la philosophie, c'est quand même un entraîneur qui a une philosophie, je dirais... pragmatique. Voilà, pragmatique, et... Peut-être que dans l'entame des matchs aujourd'hui, il devrait être un tout petit peu plus ambitieux ou un tout petit peu plus prudent. Je ne sais pas comment on le voit, mais c'est-à-dire que quand on commence un match et qu'a priori on est dans l'organisation, etc., et qu'on ne joue pas tout de suite, on a l'impression... Et qu'on encaisse. Oui, mais c'est d'après le tableau, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas tout de suite. Ils commencent le match une fois qu'ils sont menés. Oui. Justement, c'est peut-être dans la philosophie, c'est-à-dire... ils subissent souvent d'abord les événements et puis après seulement ils réagissent et les prennent en main. Donc il y a un petit problème peut-être dans la manière dont l'entraîneur envisage les matchs aujourd'hui. Mais le rayon de soleil, c'est évidemment Harry Kane et il pourrait rentrer dans la légende. C'est déjà une légende du côté de Tottenham. Ouais. Il pourrait devenir immortel parce qu'il n'est plus qu'à un but de Jimmy Greaves, qui est le meilleur buteur de l'histoire de ce club. C'est dans les 60, début 70. Il avait marqué 266 buts, alors qu'il en a 265. Il a marqué contre Portsmouth là, en Cup il y a quelques jours. Christian, Harry Kane reste, on va dire, la pierre angulaire de cette équipe de Tottenham. Vous vous souvenez, les saisons précédentes, on avait dit n'importe quel entraîneur, Son s'adapte et il parvient à être performant. Il y avait beaucoup de jeux rapides, Bruno l'évoquait, beaucoup d'assists de Kane pour Son, mais vous vous souvenez, Kane était très très bas dans la première intention pour pouvoir donner l'assist dans la profondeur. Aujourd'hui, le jeu avec Conte a changé. Aujourd'hui, on veut passer par les flancs, on a beaucoup plus de dominants rapides, et du dominant placé, et on a beaucoup moins de reconversion rapide en efficacité et beaucoup moins de dominants rapides. Donc, on doit se déposer sur le jeu dominant placé et les phases arrêtées. Et là, Harry Kane, alors qu'il partait de très loin, maintenant il marque tous ses buts entre le point de pénalty
et la ligne de but, à l'exception d'un tir hors rectangle, et encore c'était je crois que c'était dans un face-à-face. Là, on le voit, il est dans le petit rectangle. Il a marqué 15 buts, il y en a 8 de la tête. C'est le double de n'importe quel autre joueur en Première Ligue. C'est exceptionnel. Il parvient, lui, à s'en sortir dans cette nouvelle phase de système de jeu, c'est-à-dire un jeu posé, un jeu où on vient dans les derniers 16 mètres. Et là aussi, c'est la même question que par rapport à Manchester City. Est-ce que le choix stratégique de changer de système de jeu et de se déposer beaucoup plus dans les derniers 16 mètres, est-ce que ça vaut la même chose qu'en étant beaucoup plus productif les autres saisons, en jouant un jeu rapide et un jeu direct? On fera les comptes à la fin de la saison. L'espoir pour les Spurs, c'est que Harry Kane est le meilleur buteur de l'histoire de ce derby du nord de Londres. 11 buts marqués, personne n'a fait mieux. Pas mal de pénaltys réussis. C'est pas comme à la Coupe du Monde. Là, en général, il les met lorsqu'il est face à Arsenal. Donc ça risque quand même d'être le joueur clé de cette rencontre. Oui, ce qui fascine, bon, bien sûr, ses buts, mais c'est son niveau technique. C'est un joueur... Il pourrait jouer numéro 10 dans n'importe quelle équipe. Dans n'importe... Ouais. Il peut vous faire une passe de but, comme De Bruyne, du rond central, en une touche de balle. Et ça, c'est vraiment merveilleux à voir. Alors, en tout cas, Arsenal avait gagné au match aller à l'Emirates 3-1 et va tenter de réussir le doublé pour, pourquoi pas, encore prendre un petit peu plus d'avance sur Manchester City. Cette équipe d'Arsenal, je ne vais pas dire qu'elle est irrésistible, parce qu'elle a notamment fait 0-0 face à Newcastle, qui est quand même l'équipe qui défend le mieux toute la Première Ligue. Mais Christian, cette équipe est quand même exceptionnelle dans cette manière d'aborder les matchs et notamment dans le jeu dominant placé depuis le début de la saison. Je crois qu'exceptionnel, c'est pas galvaudé. On peut vraiment l'utiliser dans le cas d'Arsenal cette saison. Exceptionnel, c'est vraiment le mot parce que déjà, ils sont plus forts dans ce domaine-là que Manchester City et donc c'est vraiment l'élève qui dépasse le maître. Et en plus de ça, ils sont constants, ils parviennent pratiquement à chaque match à être performants dans le jeu dominant placé. Regardez les statistiques, c'est vraiment, ce modèle, il est vraiment impressionnant. En 40 buts marqués, 24, donc c'est pratiquement presque 60%, alors que la moyenne est entre 40 et 42%. On a encore en plus en ça le jeu dominant rapide. Et là, actuellement, et je dis bien actuellement, on peut se permettre d'être beaucoup moins performant sur le jeu direct. Or, c'est un élément qui est très important quand on joue des équipes du même niveau. Mais voilà, c'est le seul doute que j'ai par rapport à la fin de la saison, c'est d'être aussi performant comme ça et d'être toujours présent à chaque match dans ce domaine. Et le jour où ça ne fonctionne pas, comme on l'avait comme Newcastle, on a vu qu'il y a eu des révélations rapides avec Martinelli, on a vu que dans ce domaine-là, ils ne sont pas efficaces. Et donc, s'ils augmentent un tout petit peu, ne fût-ce que 10%, les performances sur jeu direct plus le jeu dominant placé, alors ils seront inarrêtables cette saison. Alors qu'un brin de provocation, je dirais que Arteta a fait plus de Guardiola cette saison que Guardiola lui-même. C'est son élève. C'est son élève, ouais. C'est pour ça que je le dis. Vous n'avez pas entendu son interview, non? Non, il n'a pas eu le temps. Non, mais je vais quand même parler d'Arsenal et d'Arteta. Moi, ça va peut-être vous étonner ce que je vais dire, mais c'est le club qui me perturbe le plus en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous lisez aujourd'hui, on vient de rentrer dans une période de transfert, Arteta, il est sur tous les dossiers. C'est qu'il a une enveloppe. Ça, c'est les journalistes ou les agents qui vous disent ça pour faire croire que... Ils sont prêts à mettre 100 millions pour Rice, il veut Rabiot, il est derrière le Mudryk, là où je sais pas... En fait, je ne savais pas que vous suiviez les rumeurs comme ça de transfert. Je suis les rumeurs parce que, en fait, ma question c'est, est-ce que l'adversaire d'Arsenal pour son deuxième tour, ça ne va pas être en partie l'équilibre qu'ils ont trouvé pour l'instant au sein de l'équipe, qui ne devrait pas être mis à mal. Ne bouge pas. Il y a Nketiah qui remplace Gabriel Jesus, mais ça se passe plutôt bien. Il a marqué 4 buts en 4 matchs. Il a besoin encore de beaucoup d'occasions pour faire la différence. D'accord. Mais enfin bon, il a marqué alors que Gabriel Jesus ne le faisait plus. Il y a simplement l'arrière-gauche qui change, c'est soit Zinchenko, soit Tierney. Donc, sinon, l'équipe ne bouge pas. Donc, il ne va pas aller briser un équilibre alors qu'il met quasiment le même 11 de base. Je veux bien que vous disiez qu'il ne va pas aller le briser. On va voir. Ouais, on va voir dans mais là, on est dans la spéculation. Là, on parle de ce week-end. Comme je suis vraiment, il y a quelqu'un de neutre sur ce plateau. Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux dire quelque chose? Pour avoir commenté le match face aux Magpies, je les ai trouvés très patients.
dans un match très compliqué qu'ils auraient perdu avant. Oui, ils l'auraient perdu 0-1. Tout à fait d'accord. Je dis simplement, il ne doit pas trop bouger l'équilibre de son groupe qui est parfait pour l'instant Pour le moment, il ne le bouge pas. Et vous le verrez, ce sera encore la même équipe. Je peux reprendre dimanche. en étant neutre sur ce plateau, je me permets de clôturer. Donc, je les ai trouvés très patients et très structurés. Mature, jusqu'au bout. Je dirais mature. Ouais. Ils ont 2 occasions, 2 coups de tête. Ça passe à 3 mm de la lucarne. Et je pense, très sincèrement, qu'à la 95e minute de jeu, ils doivent obtenir un penalty pour une faute qui, aujourd'hui, le VAR donne. Donc, ça aurait très bien pu finir pour eux. Je ne suis pas inquiet. Après, si on joue avec les 11 mêmes, il ne faut pas qu'il y ait de problème majeur. Et je peux comprendre qu'ils soient sur de nombreux dossiers. Il y en a eu un, Gabriel Jesus. Oui. Pour le moment, ça va bien. Ils continuent. À part le partage, ils ont gagné leur. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'ils reviennent pour aller faire la décision. Ce sera normalement au mois de février, début février. C'est prévu. Voilà, j'ai dit. Voilà, d'accord, mais c'est très bien. Ça méritait d'être dit. Mais on va s'intéresser aussi à un joueur parce que on a vu que dans cette équipe, Christian, on constate que tous les joueurs se bonifient. On a parlé de Xhaka notamment, qui en plus est efficace. C'est le cas aussi du capitaine aujourd'hui, Martin Ødegaard, qui a déjà marqué plus de buts et d'assists cette saison que sur toute la saison dernière. Donc sur une demi-saison cette fois-ci. Lorsqu'il est arrivé il y a 2 saisons, avec Jean-François sur le plateau, on avait évoqué son modèle en venant de la Real Sociedad et des autres clubs où il était passé. Et on avait vu qu'il y avait 2 grosses forces. C'était le tir en rectangle et le but sur coup franc direct. Depuis qu'il est arrivé, il n'a plus besoin de ça en fait. Il n'a plus besoin du tir en rectangle et plus de coup franc direct à part le premier but qu'il avait marqué quand il est arrivé. Et donc en fait, il se bonifie comme vous dites, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il peut venir de deuxième ligne. Comme c'est un jeu dominant placé, il peut venir de deuxième ligne et venir au cordeau. Il peut être au relais pour pouvoir donner un assist. Et on le voit cette saison, c'est 7 buts, 5 assists, 12 fois décisifs. Et comme vous pouvez le voir, il y a 4 buts en jeu dominant placé et 2 assists en jeu dominant placé, 2 buts en jeu dominant rapide et 3 en dominant placé. Et c'est vraiment l'homme d'une équipe qui est dans le camp d'adversaire. C'est-à-dire que ces derniers 16 mètres, cette attente, cette position d'attente, cette pénétration axiale sur les centres, il va pouvoir en fait être dans cette configuration-là, donner des ballons de loin pour un jeu dominant rapide. Et il est parfait, il fait une saison exceptionnelle. Je pense que c'est vraiment un très beau coup parce qu'il y a 2 saisons, je pensais réellement pas qu'il pouvait s'imposer aussi facilement dans un jeu dominant. Et il y a le travail de l'entraîneur et il s'est bonifié. Mais Christian, dans cette même émission, parce que moi j'ai le souvenir aussi qu'on en avait parlé, dans cette même émission, on avait vraiment attiré l'attention justement dans le jeu dominant sur sa capacité, lui, dans l'axe, à jouer sur des combinaisons. Et donc, il a apporté, je trouve, ça à cette équipe d'Arsenal dans son profil et dans sa manière. Il ne faut pas oublier quand même que ça a été un des plus grands espoirs du football international. À 16 ans, il était déjà cité comme... il était déjà transféré au Real Madrid. Au Real Madrid, etc. Donc, je retiens une vieille interview de Wenger qui disait « Le talent, parfois si précoce, tarde parfois à s'exprimer ». Il a peut-être trouvé aujourd'hui l'endroit où il peut enfin exprimer tout le talent qu'il avait par ailleurs déjà avant. Et avec un entrejeu pareil, il n'y a plus de place pour Sambi. Non. Ça, il faut, sauf dans les matchs, on va dire, moins importants. Qui a joué en coupe et ils ont gagné. Donc ça reste important d'être là et d'être présent. Oui, et puis il y aura l'Europa League aussi. Ce sera le jeudi. Et si Arsenal continue en tête, il y a un moment, il faudra faire des choix et peut-être mettre d'autres joueurs le jeudi pour être plus fort le week-end. Donc ce sera important aussi. Voilà pour cette rencontre. Arsenal se déplace à Tottenham. Ce sera le dernier match dimanche, en tout cas à 17h30. Et ce sera évidemment un énorme rendez-vous. Justement, les rendez-vous, les voici. Ça commencera ce soir, en tout cas pour la première surprenante équipe de Fulham. C'est aussi 9 sur 9. L'incroyable Fulham. C'est aussi 9 sur 9. Et qui est devant Chelsea au classement. Chelsea, c'est la 5e équipe londonienne. Il faut quand même le souligner, on n'est pas habitué. Ouais, à Chelsea, ce qui est étonnant, c'est d'entendre qu'il y a Pochettino qui a déjà dit « je suis là au cas où ». Oui, Potter, là, est quand même un peu sur la sellette. Avec l'arrivée de Joao Félix, on a l'impression que ça part dans tous les sens. En tout cas, match important de déplacement de ce jeudi soir à Fulham. Vendredi, premier match de la 20e journée, c'est Aston Villa Leeds. On arrive au derby samedi.
On a un peu parlé de ce derby de Manchester. Je pense qu'il y a le feu dans la ville. Derby ouvert quand même. Hein. C'est difficile avant de prédire. Comme chaque derby. Ouais, c'est la forme du jour, c'est l'orgueil, c'est tout ce qui va avec. Je trouve que City était quand même avant plus dominant que maintenant. C'est peut-être le match du changement. Peut-être. Alors, samedi soir encore Brentford-Bournemouth. Dimanche, autre derby londonien pour Chelsea face à Crystal Palace. Tottenham-Arsenal. Et puis, mercredi prochain, on se projette déjà. Match d'alignement ou de rattrapage pour Manchester United. Voilà. Oui, de belles affiches toute la semaine d'ailleurs. Oui. La reprise de l'Europe des 11 lundi aussi. Parce que ça fait un moment qu'avec la Coupe du Monde, etc., on ne s'était plus vu le lundi. Et puis, je veux quand même rajouter à ça, même si ça n'a rien à voir avec le foot anglais pour le coup, c'est un événement qui se passera donc en Inde. C'est nos Red Lions qui démarrent la défense de leur titre de champion du monde. Ça commence samedi et ça s'étalera pendant 3 semaines. Donc, et vous serez sur place? Et on sera sur place, mais on sera aux commentaires en tout cas et au rendez-vous. Voilà une équipe qui est capable de gagner une Coupe du Monde. Voilà. L'équipe belge de hockey. Exactement. Mais enfin bon, je voulais le dire. Non, mais vous avez bien l'occasion. Et puis, on rajoute aussi que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, dont voici les différents comptes. Merci Bruno, c'est fut un plaisir. Merci Jean-François. On vous retrouve ce week-end aux commentaires évidemment de la Première Ligue. Merci à Christian que l'on retrouve dès jeudi prochain pour un nouveau PL Club. Merci à tous, passez un excellent week-end et à très bientôt. Bye bye.